Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'exercices pour les pectoraux et notamment d'un exercice qui est peut-être indispensable ou pas, suite à une question qui a été posée sur les forums Superphysique. Mais avant que j'oublie, je rappelle que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. J'insiste bien sur le sans dopage. C'est le premier lien dans la description. Et c'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, à partir des erreurs que j'ai faites pour vous éviter de les reproduire. Si jamais vous avez l'envie de m'écouter après plus de 20 ans d'expérience et presque autant à coacher, j'y ressens donc mes meilleurs conseils, ceux que j'ai gardés vraiment pour cette formation gratuite. Donc c'est une longue série de longs emails. Donc c'est pas quelque chose qui se lit comme ça à la va-vite. C'est un peu long. Donc c'est réservé aux plus motivés. Mais si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description, donc juste sous la vidéo. Alors, la question du jour, je vais la prendre et on va dériver pas mal. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Partage d'écran. Normalement, ça se met. Ah oui, il faut que je grandisse, on avait dit. Voilà. Je grandis un peu. Donc, forum Superphysique, je rappelle, voilà. Vous voyez en haut, superphysique.org/forum. Et donc, vous arrivez sur Superphysique. Et vous pouvez poser vos questions. Alors, c'est une question de pour la plage. Donc, c'est un excellent pseudo qui va parfaitement avec cette question. Donc, les dips pour les pectoraux sont-ils un exercice indispensable? Les dips sont un des exercices les plus connus, mais est-il indispensable que je le rajoute dans ma séance pec triceps, sachant que pour les pectoraux, je fais du développé couché, incliné, pec machine et pec deck. Alors, il y a plein de choses dont on va parler dans cette vidéo. Déjà, est-ce que les dips sont adaptés à la plupart des individus? La réponse, malheureusement, est non. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes, notamment sur les réseaux sociaux, qui vont vous expliquer que tout le monde devrait pouvoir faire tel exercice, tel exercice, tel exercice. Et au fur et à mesure de mon apprentissage en termes d'anatomie, en écoutant des podcasts de médecine ou autres, de chirurgiens, eh ben, je me rends compte, j'apprends que, et c'est pas une grande nouvelle pour ceux qui suivent depuis très longtemps, que l'anatomie, c'est pas une science exacte. En fait, quand on apprend l'anatomie, on apprend des fondamentaux. On nous explique voilà, que le biceps s'attache ici, il se termine ici. Voilà, il n'y a pas de débat. Or, en fait, il y a débat parce que on n'a pas tous tout à fait les mêmes insertions. La dernière fois, j'ai écouté un podcast, je ne sais plus lequel, où la personne expliquait que rien que sur l'estomac, donc je dérive un petit peu, ben, on avait des différences énormes entre individus. Il y avait des dizaines et des dizaines d'estomacs différents. Et j'ai envie de dire que pour les biceps, c'est presque comme si, à force en plus de faire des analyses morpho-anatomiques et notamment des coachings premium à Annecy dans ma salle, le Super Physique Gym, en tripotant les gens, on va dire, et ben, je me rends compte qu'il y a vraiment des grosses différences entre individus. Donc, pour revenir aux dips et aux exercices de manière générale, la première réponse, c'est qu'il n'y a aucun exercice indispensable parce que on est tous différents. Notamment pour les dips, si on prend les dips, il faut que vous ayez une super extension d'épaule. L'extension d'épaule, c'est quoi? C'est quand vous mettez votre bras en arrière, donc vraiment vous le mettez ici, et vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Donc ça va dépendre de deux choses, principalement, du moins visibles, parce que la configuration de votre épaule, de la tête de l'humérus, de votre clavicule, de votre omoplate, de l'acromion, tout ça, ça, vous n'y avez pas accès. Du moins, pas comme ça, pas sans radio. Et encore, il faudrait vraiment des spécialistes ensuite pour pouvoir vous dire ce que vous pouvez faire ou pas. Mais bref, ça dépend de votre souplesse, on va dire, de votre mobilité, votre capacité à vous laisser étirer au niveau des pectoraux, du petit pectoral, du deltoïde antérieur et même du biceps, et également de la force de vos muscles qui vont tirer le bras en arrière, notamment tout ce qui va être longue portion du triceps. Donc, rappelez-vous, il intervient dans l'exercice de dos, donc il tire le bras en arrière, l'arrière d'épaule, ça peut également les trapèzes moyens pour resserrer les omoplates. Bref, c'est pas un exercice si sécuritaire que ça. Et j'ai même envie de dire, avec l'expérience, pour la plupart des individus qui sont souvent, bah, comme c'est mon cas aussi, souvent derrière l'ordinateur, les épaules un peu en avant, euh, même malgré plein d'exercices de musculation, n'arrivent pas à compenser complètement cette position assise, et bah, c'est un exercice qui devient très dangereux parce qu'on n'est pas capable d'aller très loin derrière. Un bon exemple que je donne à mes élèves en BPGEPS, c'est je leur dis jusqu'où vous pouvez aller à vide en mettant les deux bras en arrière. Et ça va déterminer votre amplitude au dips. Si vous allez plus loin que cette amplitude, notamment avec des poids, avec votre poids de corps, si vous n'êtes pas très fort, eh ben, vous allez accentuer votre risque de blessure, et notamment au dips. Ce qui se passe souvent, pour ceux qui abusent, il y a trois choses communes. C'est un, douleur au long biceps. Le biceps est étiré comme ça. Le long biceps qui passe dans une sorte de coulisse de gaine, il n'aime pas du tout. Voilà, vous n'arrivez pas à monter le bras. Vous êtes bloqué ici, donc ça n'aime pas. C'est les déchirures pectoraux, parce que pareil, quand je suis ici, et ben, j'étire fortement les pectoraux, même si c'est-à-dire les coudes serrés, on en reparlera après de la technique,
et bah, j'étire fortement les pectoraux, donc on peut facilement se déchirer un pec, et les pecs, ça se déchire assez facilement. On a souvent tendance à les surétirer, surtout quand, d'un point de vue morpho-anatomique, on n'est pas fait pour les pecs. Qu'on a la cage plutôt plate, on a des longs bras, c'est hyper facile d'être en surétirement, ce que j'explique notamment dans le tome 1 de la méthode Superphysique. Il faut vraiment éviter ce surétirement, notamment avec des poids, quand on force, euh, quand ça nécessite un haut niveau de force par rapport à nos capacités. OK? Et le troisième, c'est souvent les douleurs au sternum quand on est jeune. On sent qu'il y a une tension qui se met. Alors, certains parlent de l'ossification qui n'arriverait, entre guillemets, qu'autour de 25 ans. Donc, encore une fois, c'est une moyenne, hein. Mais ça peut être bien, bien plus longtemps si notamment on n'a pas la mobilité, la souplesse thoracique, on va dire, nécessaire pour faire des dips. Et donc, il y a trois problèmes qui se posent avec les dips. À partir de là, si vous rencontrez tous ces problèmes, ça veut dire que vous ne devez pas faire de dips. Alors bien sûr, vous pouvez vous acharner, vous dire, moi, je veux absolument faire des dips, donc je vais essayer de travailler en ce sens pour faire des dips. Mais malheureusement, pour beaucoup d'individus, ça va causer plus de problèmes, notamment avec les mesures que les années vont passer, que de bénéfices. Rappelez-vous encore une fois que, comme l'explique, c'est Olivier Pourriol, je crois, dans son livre Facile, c'est pas quand on veut, on peut, c'est quand on peut, on veut. Je pense que ça, c'est une bonne phrase à retenir. OK? À partir de là, les dips, malgré tout, si vous êtes fait pour, notamment vous avez des segments courts, vous avez une bonne mobilité, tout ça, pas de souci d'un point de vue osseux, et bah, c'est un super exercice. Pendant longtemps, les haters, notamment sous l'impulsion de Arthur Jones, de Stuart McRobert, donc dans les années 70-80, donc 1970-1980, disaient que c'était le squat du haut du corps. Et c'est vrai que quand je faisais des dips, comme beaucoup de personnes sur les forums Smart Weight Training, avant Superphysique, et ben, on se donnait rendez-vous tous les samedis sur l'île de Puteaux pour faire des dips. Et on voyait bien que quand on faisait des dips, on gonflait un peu de partout. On gonflait des pecs, on gonflait des épaules, on gonflait des triceps. Alors après, comme je disais tout à l'heure, je dérive un petit peu. Les dips, en fonction de comment on va les faire, on va plus ou moins cibler, orienter le recrutement musculaire. Si je les fais en ouvrant pas mal les coudes, en prenant une prise assez large, et ben, je vais être plus sur les pectoraux. On voit que ça va plus s'étirer, mais les risques de déchirure au pec sont plus importantes. C'est toujours avantage, inconvénient quand on sélectionne une technique d'exercice, un exercice qu'on va faire. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça, quand on fait ça, à l'inverse de quand on a les coudes près du corps, et là, on va être plus risqué, on va moins étirer les pectoraux, mais le risque de blessure sera moindre. Par contre, le long biceps va moins aimer parce qu'il va plus se frotter. Bref, il va plus être étiré. Et donc ça, il aime beaucoup moins. Donc je reviens où j'en étais. Donc ouais, c'était vraiment un exercice très populaire au moment du HIIT, du hard gainer, de toutes ces méthodes d'entraînement. Et c'est vrai, voilà, nous on faisait des dips et on voyait qu'on fait de partout. On était content, donc plus ou moins en fonction de la morphologie de chacun. Moi, je prends surtout dans les pecs et les épaules quand je fais des dips. Et il y en a qui prenaient à fond dans les triceps. Bref. Et il y a même des philosophies d'entraînement comme le street workout, ceux qui suivent un petit peu, où les gars arrivent à avoir un méga haut du corps en faisant que des dips. Maintenant, pour la majorité des individus dont je fais partie et dont vous faites peut-être partie, euh, quand on fait un exercice, notamment pour les pectoraux, ce qui compte, c'est la position du coude par rapport à l'axe des fibres. On va dire ça comme ça, pour être simple. C'est-à-dire que si mon coude a une trajectoire vers le bas, je vais surtout faire le bas des pectoraux. Vous pouvez faire le test, vous êtes là, vous mettez votre main, vous allez voir ce qui se contracte. Vous allez voir que le bas se contracte, et puis là, le haut se contracte beaucoup moins. Alors après, il y a des exceptions. Les exceptions, on en a parlé récemment. La preuve par l'exception, moi, j'aime pas trop ça, mais il y a des personnes, vous allez voir, elles font des dips et il y a tout le pec qui se contracte. Je me souviens de David Henry, qui était un bodybuilder professionnel mi-année 2000, début 2010, peut-être quelque chose comme ça. Et lui, je me souviens, il faisait des dips dans sa vidéo d'entraînement. Donc à l'époque, quand les champions vendaient leurs DVD, faisaient des DVD d'entraînement, avant que le net, vraiment YouTube se démocratise, tout ça. On était à l'affût des nouvelles vidéos qui se comptaient sur les doigts d'une main. Et ben lui, il faisait des dips et tout le pec gonflait. On voyait que le haut de pec se contractait, tout se contractait. Or, pour la majorité des individus, les dips, et donc également d'un point de vue théorique, ce qui se rejoint, et donc ça lui faisait le haut de pec parce que l'anatomie, encore une fois, n'est pas une science exacte. Bref. Et donc, ça fait surtout le bas des pectoraux chez la plupart des individus. Or, le bas des pectoraux, c'est pas souvent qu'on en manque. Quand on fait les pecs, ce qui nous manque le plus, notamment en tant que pratiquant naturel, c'est le haut des pecs, parce qu'il est fortement en concurrence avec l'avant des épaules, et qu'en fonction de son insertion, et bah, soit l'avant d'épaule va tout prendre. Donc un moyen très simple, c'est que vous pouvez vous regarder dans une glace et regarder quel est le trajet de votre faisceau antérieur de l'épaule. Plus celui-ci va être en oblique sur la clavicule, plus celui-ci est long, et moins vous allez faire le haut des pectoraux dès que vous allez incliner le banc, ou même sur l'exercice classique, ça va vous faire ça. Par contre, plus il est rectiligne, donc moi il est assez rectiligne, plus ça va vous faire le haut des pecs.
Je bois un petit coup. J'ai la bouche, ça sèche. OK? Donc, à partir de là, si on reprend la séance de pour la plage, encore une fois, un excellent pseudo, qui fait déjà du développé couché, du développé incliné, du pec machine et du pec deck, est-ce qu'il a un intérêt à rajouter des dips dans sa séance? Il y a tant de probabilités qu'il n'ait pas du tout intérêt à en rajouter. Et j'ai même envie de revenir donc, sur sa séance pectoraux, c'est pour ça que je dérive un petit peu. C'est que là, pour moi, je ne sais pas ce que c'est pec machine, mais je vais imaginer, peut-être que je me trompe, il nous complétera, euh, que c'est une machine convergente. C'est une machine convergente pour les pecs ou une machine classique. Et donc, en fait, si c'est pas une machine où le coude va être orienté vers le bas, et ça passe dans. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai fait un excellent article ici que je vous partage sur mes exercices pectoraux, donc en fonction de la morphoanatomie. On voit ici, vous voyez sur cette photo, je vais l'agrandir. Est-ce que je peux encore l'agrandir? Ouais, je peux l'agrandir. OK? On voit ici que les pecs, c'est trois faisceaux, et que ces trois faisceaux n'ont pas les fibres qui vont dans le même sens. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est cette position du coude, ici, qui va déterminer ce que je vais recruter en priorité. Donc, si je fais du développé couché, normalement, vous voyez, ça fait dans l'axe ici des fibres sternales. OK? Si j'ai le coude vers le haut, en fonction, encore une fois, de ma morphoanatomie, hein, mais de manière simpliste, eh ben, je vais faire le haut. Je vais être dans l'axe des fibres du haut. Si je mets le coude vers le bas, je vais être vers le bas. Ça signifie que si je fais une séance pour les pecs et que je souhaite que celle-ci soit la plus complète possible, j'ai tout intérêt à varier cette trajectoire du coude par rapport justement à l'axe des fibres. Parce que si je fais, je donne un exemple à la con, développé couché, plus développé couché avec haltère, plus pec à la machine comme ça, et écarté couché comme ça, c'est comme si je citais 4 fois les mêmes fibres. Alors après, on pourrait parler de comment les fibres sont recrutées, parce que c'est pas tout à fait pareil. Si je fais des écartés et que ça m'étire à fond, j'ai plus être sur, on va dire, la partie externe des fibres sternales, donc plus sur l'extérieur des pecs, on va dire. Et à l'inverse, si je fais de la poulie sur le même angle et que je vais vraiment jusqu'au bout, où j'utilise un élastique pour faire ça, je vais plus être sur l'intérieur, entre guillemets, des fibres sternales, donc on appelle un peu le milieu de pec, mais il n'empêche que je suis toujours sur le même angle. Et donc, ça a beaucoup moins de sens pour la majorité des individus qui sont peut-être pas dans cette optique d'hyperlocalisation, de faire des exercices avec le coude qui a toujours la même trajectoire. C'est pour ça qu'une bonne séance pour les pecs, hop, je remonte, je descends. Donc j'ai mis plein d'exemples que vous pouvez aller voir là-dessus en fonction de la morphoanatomie. Bref, si ça vous intéresse, vous irez voir. C'est ici, Rudico exercices pectoraux. Euh, et donc, ah, voilà, ça en est bon. Et donc là, je mets des exemples de séances qui se complètent. Donc par exemple, si vous n'êtes pas fait pour les pecs, je vais mettre ça en gras, comme ça vous le voyez bien, ici, est-ce que je peux le grandir? Je peux le grandir. Ben voilà, vous n'êtes pas fait pour les pecs. Développé décliné pour réduire l'étirement. Développé couché avec haltère, il y a toute une technique à faire que je montre dans la vidéo qui est juste dessous dans l'article. Là, pour réduire l'étirement et vraiment être sur la contraction, j'ai failli tout casser. Voilà. Et écarter la pelouse vis-à-vis à genoux, où là, je vais plus être sur le bas. Donc là, vraiment, j'ai une variation de la position du coude à chaque exercice. C'est ça que je veux. Or, si je reprends notre pour la plage, eh ben, il y a de fortes probabilités qu'il y ait trois exercices qui sont trop ressemblants, comme développé couché, pec machine et pec deck, sur le même angle. Alors certes, peut-être pas le même étirement sur pec deck, développé couché et pec machine, mais développé couché et pec machine, il y a de fortes probabilités que ce soit pratiquement le même exercice et que ça n'ait aucun sens de le faire. C'est pourquoi, euh, pour moi, une bonne séance pour les pectoraux, une fois qu'on a passé ce niveau débutant, où on va chercher à faire apprendre les exercices de la meilleure des façons, à être technique, à essayer de contrôler ses muscles, à développer sa proprioception, la conscience de son corps dans l'espace, de ses muscles, à les utiliser. Et ben ensuite, ce que je recommande pour la plupart, c'est de faire 3 exercices pour les pecs, 2 à 3. Moi, j'aime bien l'exemple, je trouve que c'était une évolution assez logique de Dorian Yates dans son bouquin Le CV d'un guerrier, qui était un super bouquin, je ne sais pas si on peut toujours le trouver, mais où il montrait l'évolution, où au début, il fait un exercice, puis 2, puis 3, et puis après, il se concentre vraiment sur la qualité de l'entraînement, l'intensité. Et je trouve que c'est une excellente logique de progression. Et donc, à un moment, bah voilà, pour ceux qui ont déjà un peu de pratique, 3 exercices pour les pecs en variant la position du coude, c'est ce qui va être le plus intéressant. Mais 4, souvent, ça ne sert pas à grand-chose. J'expliquais ça dans, je crois que c'est dans le tome 3 de la méthode superphysique pour mémoire. J'écris beaucoup, donc je ne sais plus trop où il raconte ça. Je crois que dans le tome 3, où j'explique justement qu'un exercice n'a d'intérêt que si on a encore de la force pour pouvoir l'effectuer. Or, ce qui se passe, et Jean Texier l'expliquait d'ailleurs très bien dans je crois, le guide pratique numéro 1 du bodybuilding,
qui est juste derrière dans la bibliothèque. Et il explique très bien, il dit que voilà, on pouvait être fatigué sur un angle. Ben, on fait développé couché, vous êtes fatigué, 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 et vous changez l'angle, donc par exemple incliné ou décliné, et là, comme par hasard, vous retrouvez de la force. Or, ça, moi, c'est ce que j'appelle la notion de perte tolérable, mais c'est assez facile à sentir, hein, sans faire de calcul si vous n'avez pas le bouquin. C'est de dire que si je passe à l'incliné et que je sens que je mets vraiment beaucoup moins que ce que je pourrais mettre et je sens que j'ai plus de force, l'exercice n'a que très très peu d'intérêt et ça n'a même pas d'intérêt de le faire. Ça va dépendre de votre efficacité nerveuse, de votre capacité à enchaîner les efforts, donc ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle la VO2 locale, la VMA locale, votre développement capillaire et mitochondrie au niveau local. Également, donc, votre capacité nerveuse. Comment vous êtes capable de forcer à chaque série et comment vous êtes capable de récupérer par rapport à ça, quelles sont, on va dire, quelle est votre physiologie au niveau local et général. Mais ça va impliquer un nombre d'exercices différents. Et donc, d'expérience, j'en arrive à la conclusion que souvent 3 exercices, 2 exercices polyarticulaires et un exercice d'isolation sont la bonne moyenne pour la plupart des individus. Je reviens rapidement sur ce que j'ai dit en début parce que j'ai pas mal tapé sur les dips en signalant qu'on pouvait avoir beaucoup de problèmes avec l'exercice de dips. C'est encore une fois, c'est pas parce que c'est un exercice au poids du corps. J'ai eu l'exemple, la fois, je parlais avec un copain qui est entraîneur en kayak, et il me disait, voilà, quand on commence la musculation en kayak, on fait faire des exercices au poids du corps. Et lui qui a un peu de recul, il dit, mais moi j'ai l'impression que les exercices au poids du corps, c'est pas forcément les exercices les moins dangereux. Il dit, se soulever au début, ça peut être beaucoup pour des jeunes qui débutent le sport, l'activité physique. Et donc, il me disait, bah voilà, qu'est-ce qu'il faudrait que j'achète entre guillemets, en termes de matériel pour pouvoir que ce soit plus constructif, moins néfaste. Et c'est pour ça les dips, même les pompes, ça peut être des exercices qui sont peut-être trop difficiles pour certains. Les tractions, on voit bien que c'est de plus en plus difficile pour certains de faire des tractions, notamment au début. Moi, quand j'étais gamin, je me souviens, la première fois que j'en ai fait, je crois que j'en ai fait 4. J'en ai fait 4, donc c'était pas terrible. J'avais mis une barre, pour l'anecdote, dans le couloir chez mes parents. Et donc, je faisais des tractions. Je faisais la séance d'Arnold, qui à l'époque disait dans les magazines, même si c'est pas lui qui écrivait ça, dans Muscle and Fitness, il y avait souvent le même article qui revenait, où il disait que il faisait 50 tractions dans le minimum de série. Et donc, avec 4 reps par série, car au début, hein, après c'était 3 et 2, je mettais un sacré temps. C'était long, c'était long et j'avais pas l'impression de prendre du dos. C'était une très très mauvaise technique d'entraînement. En tout cas, c'est pas un truc que je recommanderais aujourd'hui avec le recul. Mais tout ça pour dire que c'est pas parce que c'est un exercice au poids du corps que c'est pas dangereux. Et dans la même veine, c'est pas parce que tout le monde fait du développé couché ou de l'incliné ou du pec machine, du pec deck, peu importe l'exercice, et qu'il le fait sans risque et que ça a l'air d'aller pour lui, que ça va pour vous. J'ai eu un exemple justement ce vendredi au Super Physique Gym. J'ai eu Thomas, qui doit sans doute regarder la vidéo, qui est venu et qui lui justement a plein de problèmes. Dès qu'il fait des exercices de développé, ça lui irrite à fond le long biceps et après il a super mal. Donc Thomas, forcément, il n'a pas trop de cage, il a les bras très longs, donc voilà, de base, c'est une sauterelle. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, comme moi, voilà, buste court, jambes longues, fémur très long, avant-bras très long, bref. Pas trop fait pour la muscu de base. Et sa particularité, c'est qu'en fait, il a les biceps très, très, très courts, mais vraiment très courts. C'est pratiquement les plus courts que j'ai jamais vus. Moi, j'avais l'impression, ça fait comme pour mes triceps, quand certains, au début, disaient, mais on a l'impression que tu les as arrachés. Bah là, j'avais l'impression qu'ils s'étaient arraché le biceps, mais il s'est jamais arraché le biceps. Ils sont comme ça, ils sont très, très courts. Ce qui fait que, en plus de pas avoir la bonne morphologie osseuse pour faire du développé couché, jusqu'à toucher les pectoraux, bah, avec son biceps, il est tout le temps en train de l'étirer. Rappelez-vous, plus un muscle est court, donc je prends l'exemple du biceps, vous voyez, vous faites ça, et plus vous avez d'espace, plus il y a du tendon, et un tendon, ça n'aime pas spécialement être étiré. Ça ne se laisse pas trop étirer, ça n'aime pas être étiré. Quand on est tendon, on est plus fait pour rebondir. Regardez les sprinters, par exemple, ils sont faits pour rebondir, ils rebondissent avec leur mollet très très haut. Ils ont beaucoup de tendons. Et donc, c'est pareil pour ça. Et donc, Thomas, pour revenir à l'histoire, bah lui, en fait, à chaque fois qu'il faisait des pecs de manière classique, ça lui irritait le long biceps parce que ça l'étirait, ça l'étirait parce qu'il avait beaucoup de tendons et pas beaucoup de muscles. Et pareil, quand il faisait les biceps de manière classique, et bah, il faisait classiquement, quand à chaque fois on dit il faut plus d'amplitude, il faut plus d'amplitude, il faut plus d'amplitude. Et à chaque fois, bah, il se niquait. À chaque fois, il avait mal, ça l'irritait, ça irritait les tendons. Et donc, il avait mal aussi à l'insertion sur l'avant-bras. Et donc, bah, la solution, c'était quoi? C'est de réduire l'amplitude par rapport à soi, par rapport à ses capacités de mouvement, dont une partie est certes due au travail, mais également une grande partie est morpho-anatomique par rapport à la configuration de nos articulations, mais aussi nos longueurs osseuses et nos longueurs musculaires. Et donc là, pour Thomas, bah, ça consistait par exemple à faire du développé couché au sol pour réduire l'amplitude. Ça consiste à surtout pas faire de développé incliné qui là amène le coude encore plus loin derrière. Alors certes, on peut en faire de manière légère, voilà, pour s'étirer, pour se faire du bien. Mais à partir du moment où on va forcer, je veux dire, utiliser un fort pourcentage de sa force, et bien ça, c'est quelque chose qu'il faut
éviter parce que c'est là que, entre guillemets, nos tendons n'aiment pas trop, nos articulations n'aiment pas trop. Et même si ils se renforcent toujours moins que les muscles. Et là, quand on a le biceps hyper court, donc c'est pour ça que le choix des exercices par rapport à soi avec la bonne amplitude, encore une fois, plus on va progresser, plus on va devoir tendre vers la personnalisation et vraiment réfléchir en termes d'avantages, inconvénients, en termes de sélection d'exercices, en termes de choix d'amplitude pour continuer à progresser. Parce que quand on est naturel, encore une fois, la progression, elle se fait vraiment sur le moyen et long terme. Et c'est pas parce que tout le monde fait, entre guillemets, au pif, tel exercice avec telle amplitude et que vous le faites que ça va bien se passer. Peut-être que ça va pas bien se passer. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter par rapport à soi. Et ça, c'est vraiment, et je finis là-dessus, de la personnalisation. Comme j'ai diabolisé un peu les dips, tous les exercices peuvent être diabolisés. C'est encore une fois trois questions à se poser. Quelle est ma configuration osseuse? Donc, je peux prendre un exemple qui n'a rien à voir. Par exemple, moi, j'ai les mollets très courts. Et donc, je me suis acharné pendant des années à essayer de développer ma mobilité de cheville. C'est mort. Voilà. Quand il y a du tendon, on peut pas. À moins de se casser le tendon, voilà. Entre guillemets, se déchirer le tendon, voilà. Sinon, c'est pas possible. Voilà. Votre morphoanatomie, comment vous êtes fait par rapport à ça? Donc, en général, pas de cage, des longs bras, bah, les dips, ça va être la merde. Faut le dire tout de suite. Hein. Vous n'avez pas trop apprécié. Et vos longueurs musculaires, plus j'ai le biceps court, plus j'ai les pecs courts aussi, moins ils vont vouloir être étirés. Et donc, ils vont se laisser étirer. Alors, certes, certains vous diront, on peut travailler ça, on peut travailler ça. OK. Mais il n'empêche qu'à terme, mieux vous faire des exercices par rapport à soi, son amplitude. Parce que le secret, encore une fois, c'est la personnalisation à tous les étages, à tous les niveaux, pour être, entre guillemets, pour progresser avec le minimum de risques. Euh, et donc, voilà. Allez, je crois que j'ai fait le tour. Allez, j'arrête le partage. Je vais laisser ça. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais j'ai oublié quelque chose, il y a un truc que je n'ai pas abordé, ben, n'hésitez pas à le dire dans la partie commentaire, donc directement sous la vidéo. Et si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec cette vidéo, ça se passe sur les forums Superphysique, mais ça, vous aviez déjà compris. Le pouce bleu, ne pas oublier, c'est important. Et puis, vous abonner si mes vidéos vous intéressent et que vous souhaitez ne pas louper les prochaines. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.